C'était une chaude nuit d'été à Marseille, où le vieux port vibrait de vie. L'odeur salée de la Méditerranée se mêlait à celle du poisson frais des marchés et aux rires émanant des restaurants en bord de mer. Sous les lumières, jaunâtres des réverbères, un sans-abri à la barbe grise et aux vêtements élimés reposait sur un banc de bois, serrant contre lui un sac à dos usé jusqu'à la corde. Ses yeux, profonds et fatigués, observaient les touristes qui passaient, indifférents à son existence. Pour eux, il n'était qu'une ombre dans le paysage animé de la ville. L'homme, enveloppé dans un manteau en lambeaux, semblait porter le poids de 1000 histoires non racontées. Il murmurait pour lui-même des bribes d'une vieille chanson militaire française, tout en rangeant ses rares possessions. Une couverture déchirée, une bouteille d'eau à moitié vide, et des papiers jaunis qu'il gardait précieusement dans son sac. Autour de lui, la vie nocturne de Marseille suivait son cours, avec des couples prenant des selfies devant le reflet du port et des vendeurs ambulants proposant des châtaignes grillées. Personne ne remarquait l'homme, sauf un groupe de jeunes qui, moqueurs, jetèrent une pièce dans sa direction, riant en s'éloignant. La quiétude de la nuit fut brisée par le hurlement strident des sirènes. Deux policiers, leurs gilets fluorescents brillant sous les lumières, descendirent d'un véhicule et s'approchèrent du banc. « Debout maintenant! Tu ne peux pas rester ici !» ordonna le plus âgé, un homme au visage sévère et à la voix tranchante. Le sans-abri leva les yeux, surpris, et tenta expliquer d'une voix rauque et mesurée « Je ne fais rien de mal, monsieur, je me repose, c'est tout. » Mais le ton du policier se durcit. « Pas de discussion, allez. Ce n'est pas un refuge ici. » Avant que l'homme ne puisse se lever, le second policier, plus jeune et impatient, lui saisit le bras, le tirant avec force. Le sac tomba, se déchirant en heurtant le trottoir, et des papiers s'éparpillèrent sur le sol, se mêlant aux feuilles mortes emportées par le vent chaud. La scène attira les regards. Une foule se forma, certains avec des téléphones à la main, filmant l'incident, d'autres murmurant leur désapprobation. Le sans-abri tenta de ramasser ses affaires, mais le policier plus jeune le repoussa, le faisant trébucher. « Résistance à l'autorité !» cria l'officier, tout en menottant l'homme avec des gestes brusques. Parmi les spectateurs, un jeune journaliste, travaillant pour un petit journal local nommé La Voix de Marseille, observait la scène avec attention. Il était sorti pour couvrir un festival d'été au port, mais ce qu'il voyait devant lui semblait plus urgent. Ses instincts de reporter le poussèrent à s'approcher, et parmi les papiers éparpillés sur le sol, il aperçut quelque chose d'intrigant. Un document froissé, orné d'un sceau militaire français, partiellement déchiré, mais encore lisible. Avant que les policiers ne ramassent les affaires de l'homme, le journaliste, mu par une impulsion, prit le papier discrètement et le glissa dans sa poche. Au commissariat, le sans-abri fut jeté dans une cellule froide, au mur, couvert de graffitis. Il refusa de donner son nom, répondant aux questions des policiers par le silence ou des regards absents. « Encore un clochard-ivre », marmonna l'un des officiers, tout en remplissant le rapport. Mais l'homme, assis sur le sol de la cellule, donnait sa tête entre ses mains, comme s'il cherchait à retenir des souvenirs menaçants de s'échapper. Il murmurait des bribes de « Le Boudin », l'hymne de la Légion étrangère, et ses yeux brillaient d'un mélange de tristesse, de fierté et de douleur. Pendant ce temps, le journaliste rentra dans son petit appartement du quartier de la Joliette, à quelques rues du port. Sous la lumière faible d'une lampe, il examina le document. C'était une décoration militaire, délivrée par la Légion étrangère, datée de 1993, mentionnant des actes de bravoure lors d'une mission au Mali. Le nom sur le document était flou, effacé par le temps, mais des mots comme « héroïsme »
et sacrifice sautaient aux yeux. Le journaliste sentit un frisson. Qui était cet homme? Comment quelqu'un décoré pour sa bravoure avait-il fini dans les rues de Marseille, traité comme un criminel? Déterminé à découvrir la vérité, il commença à prendre des notes. Il appela un ami archiviste à Paris, spécialisé dans les registres militaires, et lui demanda de vérifier le numéro d'identification du document. « Ça peut prendre quelques jours », répondit l'ami. « Mais si c'est authentique, c'est énorme. » Le journaliste contacta également des collègues de la rédaction cherchant des informations sur des cas d'abus policiers à Marseille. Il savait qu'il s'aventurait en terrain dangereux. La police locale était connue pour protéger les siens. Mais l'image de cet homme, menotté et humilié, ne quittait pas son esprit. Le lendemain matin, le journaliste retourna au Vieux-Port, où l'écho de la nuit précédente résonnait encore. Il interrogea des commerçants locaux qui confirmèrent que le sans-abri était une figure connue, toujours poli mais réservé. « Il parle parfois de désert », dit un poissonnier, comme s'il avait vécu une autre vie. D'autres habitants racontèrent que l'homme évitait les refuges, préférant dormir à la Belle Étoile, comme si les étoiles de Marseille étaient ses seules compagnes. Au commissariat, la situation du sans-abri empirait. Les policiers, irrités par son refus de parler, menaçaient de l'accuser de délits supplémentaires, comme la possession d'objets volés en se basant sur les affaires trouvées dans son sac. Mais l'homme restait calme, presque indifférent, comme s'il avait déjà affronté des épreuves bien pires qu'une cellule à Marseille. Il regardait par la fenêtre à barreaux, où la lumière du soleil reflétait la mer au loin, et murmurait « J'ai fait mon devoir ». La nouvelle de l'arrestation commença à se répandre sur les réseaux sociaux, amplifiée par les vidéos, filmées par la foule. Des hashtags comme « Justice pour le sans-abri » commencèrent à apparaître, et le journaliste publia un premier article dans La Voix de Marseille, intitulé « Un héros oublié ». Sans révéler le document, il décrivit la brutalité de l'arrestation et questionna pourquoi un homme apparemment inoffensif avait été traité avec tant de violence. L'article suscita des réactions mitigées. Certains lecteurs exigeaient justice, tandis que d'autres défendaient de la police, accusant le sans-abri d'être un problème pour la ville. Le journaliste savait qu'il n'en était qu'au début. Il se rendit au commissariat, essayant d'obtenir plus d'informations, mais fut accueilli avec hostilité. « Oublie ce type », lui dit un policier avec un sourire narquois. « Ce n'est personne. » Mais le journaliste n'était pas d'accord. Ce document rangé dans sa poche disait le contraire. Il sentait qu'il était face à une histoire qui pourrait non seulement changer la vie de cet homme, mais aussi la manière dont Marseille, et peut-être la France, voyaient ses citoyens les plus vulnérables. La nuit tomba à nouveau sur le Vieux-Port, avec le bruit des vagues frappant les bateaux et l'odeur de la bouillabaisse flottant dans l'air. Pendant que Marseille dormait, le journaliste travaillait, écrivant avec ferveur, déterminé à faire éclater la vérité sur l'homme que la ville avait oublié. Le journaliste, désormais obsédé par l'histoire du sans-abri, passait ses nuits à enquêter, fouillant dans les moindres détails. Il découvrit que l'homme, bien qu'invisible pour beaucoup, était connu des habitants du Vieux-Port pour sa discrétion et sa gentillesse. Les commerçants du marché aux poissons lui donnaient parfois de la nourriture, racontant qu'il parlait de déserts lointains, de sable brûlant et de nuits sous les étoiles. Ces fragments d'histoire renforçaient l'hypothèse du journaliste. Cet homme n'était pas un simple vagabond, mais un ancien soldat avec un passé glorieux. Il décida de creuser plus loin. À Paris,
Son ami archiviste trouva des dossiers militaires confirmant que le sans-abri était un vétéran décoré de la Légion étrangère, ayant sauvé une escouade lors d'une embuscade au Mali en 1993. Les rapports décrivaient un homme, un courageux, prêt à risquer sa vie pour ses camarades, mais il ne disait rien de ce qui s'était passé après son retour en France. Pourquoi un héros était-il tombé si bas? Le journaliste se rendit dans un petit village de Provence, près de Gordes, où des rumeurs suggéraient que l'homme avait de la famille. Dans un café rustique entouré de champs de lavande, il rencontra une vieille femme, ancienne voisine du vétéran. Elle raconta, les yeux humides, comment il avait tout perdu après la guerre, sa femme, partie avec un autre, son emploi, englouti par la crise, et sa dignité, écrasée par l'indifférence. Pendant ce temps, au commissariat, le Marseille, le sans-abri restait enfermé, son silence exaspérant les officiers. Son regard, cependant, trahissait une douleur ancienne, comme s'il revivait des batailles oubliées. Les policiers, sous pression à cause de l'article du journaliste, commencèrent à falsifier des rapports pour justifier l'arrestation, ajoutant des accusations de vol et de désordre public. Mais l'histoire prenait de l'ampleur. Les vidéos de l'arrestation partagées sur les réseaux sociaux indignaient les habitants de Marseille, et des groupes de citoyens commencèrent à se réunir devant le commissariat, brandissant des pancartes réclamant justice. Le journaliste rencontra une avocate spécialisée dans les droits humains, une femme déterminée nommée Claire Dupont, qui accepta de représenter le sans-abri. Ensemble, ils décidèrent de porter l'affaire en justice, utilisant le document militaire comme pièce maîtresse. Mais les obstacles s'accumulaient. La police locale exerçait des pressions, et le journaliste reçut des appels anonymes, menaçant, lui intimant d'abandonner. Un soir, en rentrant chez lui, il trouva sa porte entr'ouverte, bien qu'aucun objet ne manquât. Malgré la peur, il continua, poussé par l'image du vétéran menotté et par un sentiment profond de devoir envers la vérité. Il explora davantage le passé du sans-abri, visitant des associations de vétérans à Aix-en-Provence et recueillant des témoignages d'anciens légionnaires. Certains se souvenaient d'un homme correspondant à la description, un soldat exceptionnel surnommé l'Ombre, pour sa capacité à se déplacer sans être vu dans les missions. Mais tous s'accordaient sur un point: après la guerre, il avait disparu, comme si la société l'avait effacé. Le journaliste commença à comprendre que l'histoire ne concernait pas seulement un homme, mais un système qui abandonnait ses héros. À Marseille, la tension montait. Les manifestations devant le commissariat attiraient des étudiants, des artistes et même des anciens combattants, tous unis par un sentiment d'injustice. Le journaliste publia un deuxième article, cette fois mentionnant le document militaire sans révéler tous les détails. L'article, intitulé « L'homme que Marseille a oublié », devint viral, partagé par des influenceurs et repris par des chaînes de télévision locales. Mais avec la notoriété vinrent les menaces. Un officier de police, proche du chef du commissariat, tenta de discréditer le journaliste, répandant des rumeurs sur son passé. Claire, l'avocate, avertit que la bataille serait longue, mais elle voyait dans les yeux du journaliste la même détermination qu'elle ressentait. Chaque nuit, le sans-abri, dans sa cellule, regardait les étoiles à travers les barreaux. Il ne parlait presque pas, mais un gardien, ému par son calme, lui apporta un café un matin et lui demanda pourquoi il ne se défendait pas. « À quoi bon ?» répondit l'homme d'une voix basse. « Personne n'écoute les ombres. » Mais l'histoire qu'il ignorait était sur le point de changer Marseille. La découverte du document militaire bouleversa tout. Le journaliste, avec l'aide de Claire,
authentifia la décoration auprès des autorités militaires à Paris. Les archives confirmèrent non seulement l'authenticité du document, mais révélèrent aussi des détails sur la mission au Mali. Le sans-abri avait désarmé un explosif sous le feu ennemi, sauvant une escouade entière. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les médias nationaux, de Le Monde à France 24, s'emparèrent de l'histoire, et des photos de l'arrestation brutale devinrent virales, accompagnées du hashtag « Justice pour le héros ». À Marseille, les manifestations prirent une ampleur sans précédent. Des étudiants de l'université d'Aix-Marseille, des anciens combattants de la Légion et des citoyens ordinaires se réunirent devant l'hôtel de ville, scandant des slogans réclamant la libération du sans-abri. Des pancartes portaient des inscriptions comme « Honneur aux héros, honte à l'injustice ». Le journaliste, devenu une figure centrale, donna des interviews à des chaînes de télévision, racontant comment un simple papier trouvé dans la poussière avait révélé une vérité cachée. Mais la police contre-attaqua, publiant un communiqué accusant le sans-abri de troubles publics et tentant de discréditer son passé militaire. Dans sa cellule, le sans-abri apprit par un gardien compatissant que son histoire faisait la une des journaux. Pour la première fois depuis son arrestation, il parla longuement, racontant à voix basse ses années dans la Légion, les camarades qu'il avait perdus dans le désert, et la solitude qu'il avait engloutie après son retour en France. Il décrivit comment, après la guerre, il avait lutté contre des cauchemars et l'indifférence d'un système qui n'avait plus besoin de lui. Ces mots, rapportés par le gardien aux journalistes, devinrent la base d'un article poignant, publié sous le titre « Les cicatrices d'un héros ». L'article émut le pays, et des dons commencèrent à affluer pour soutenir la défense du vétéran. Claire prépara le terrain pour un procès public, mais les obstacles s'accumulaient. Des dossiers militaires sur le sans-abri disparurent mystérieusement des archives, et des témoins potentiels reçurent des visites intimidantes de la police. Le journaliste découvrit que le chef du commissariat, un homme influent avec des liens politiques, orchestrerait une campagne pour étouffer l'affaire. Mais le soutien populaire ne faiblissait pas. Une pétition en ligne pour la libération du sans-abri recueillit plus de 100 000 signatures en quelques jours, et des célébrités, dont un acteur marseillais célèbre, se joignirent au mouvement. Le journaliste et Claire travaillèrent sans relâche, recueillant des témoignages d'anciens légionnaires qui avaient servi avec le sans-abri. Ces hommes, désormais dispersés à travers la France, racontèrent des histoires de courage et de fraternité, décrivant un soldat qui n'avait jamais hésité à risquer sa vie. L'un d'eux, un retraité vivant à Nice, envoya une lettre émouvante, révélant que le sans-abri lui avait sauvé la vie en le tirant hors d'une zone de combat. Ces récits renforçaient la détermination du journaliste, qui commença à voir son rôle non seulement comme celui d'un reporter, mais comme celui d'un défenseur de la justice. À Marseille, la ville était divisée. Certains habitants, fidèles à la police, accusaient le sans-abri de manipuler l'opinion publique. D'autres, touchés par son histoire, organisaient des veillées aux chandelles au Vieux-Port, chantant des chansons militaires en son honneur. Le journaliste, malgré les menaces croissantes, continuait d'écrire, publiant des articles qui exposaient les contradictions dans les rapports de police. Il savait que le procès à venir serait un tournant, non seulement pour le sans-abri, mais pour toute la ville. Chaque soir, le vétéran, dans sa cellule, fixait les étoiles, se souvenant des nuits dans le désert malien. Il ignorait encore l'ampleur du mouvement qui se formait autour de lui, mais il sentait, au fond de son cœur, qu'une lueur d'espoir commençait. Le tribunal de Marseille était un bâtiment imposant, avec des colonnes de pierre qui semblaient juger tous ceux qui y entraient.
Le jour du procès, la salle était bondée de journalistes, de citoyens et même de représentants de la Légion, étrangères, venus en uniforme pour soutenir leur ancien camarade. Le sans-abri, désormais vêtu d'un costume simple mais digne, offert par des sympathisants, entra avec une dignité silencieuse, accompagné du journaliste et de Claire. Dehors, une foule immense s'était rassemblée, brandissant des drapeaux, tricolores et des pancartes proclamant « Justice pour le héros de Marseille ». Lorsque le vétéran prit la parole, un silence profond envahit la salle. D'une voix claire, malgré des années de silence, il raconta sa mission au Mali. Une nuit d'embuscade où, sous un déluge de balles, il avait désarmé un explosif, sauvant ses camarades. Il parla de son retour en France, où les cauchemars de la guerre l'avaient poursuivi, où sa femme l'avait quitté et où il avait été rejeté par un système qui n'avait plus besoin de ses services. « J'ai servi mon pays », dit-il, les yeux fixés sur le juge, « mais mon pays m'a oublié. » Ces mots, empreints de douleur et de vérité, firent naître des larmes dans les yeux de nombreux spectateurs. Claire présenta le document militaire, appuyé par des témoignages d'anciens légionnaires, retrouvés grâce aux recherches du journaliste. Elle démontra avec une précision implacable que l'arrestation avait été motivée par un abus de pouvoir et que les rapports de police étaient truffés de contradictions. Un officier subalterne, sous pression, avoua avoir reçu l'ordre de falsifier des documents pour protéger le chef du commissariat. Cette révélation fit trembler la salle, et le procureur, visiblement mal à l'aise, tenta de minimiser les accusations. Le procès devint un symbole national. Les médias surnommèrent le sans-abri l'homme de Marseille, et son histoire déclencha des débats à l'Assemblée nationale sur le traitement des vétérans et des sans-abri. À l'extérieur du tribunal, des milliers de personnes manifestaient chantant la Marseillaise et allumant des bougies. Des vétérans de la Légion venus de tout le pays formaient une garde d'honneur improvisée, leurs uniformes contrastant avec la foule colorée de Marseille. Le journaliste, devenu une figure publique, reçut des offres pour écrire un livre, mais il restait concentré sur le procès. Il savait que la victoire ne serait pas seulement pour le vétéran, mais pour tous ceux que la société avait laissés pour compte. Claire, de son côté, affrontait des pressions politiques avec des tentatives de discréditer sa carrière. Mais elle refusait de céder, voyant dans cette affaire une chance de changer le système. Le dernier jour du procès fut marqué par un moment poignant. Un ancien camarade du vétéran, désormais général à la retraite, témoigna en sa faveur, décrivant comment l'homme avait sauvé sa vie. « Cet homme est un héros », déclara-t-il, « et nous l'avons trahi. » Le juge, connu pour sa rigueur, sembla ébranlé. La salle éclata en applaudissements, et même les avocats de la défense baissèrent les yeux, incapables de contrer la vague d'émotion. À la fin de l'audience, le vétéran se tourna vers le journaliste et murmura « Merci de m'avoir donné une voix ». Ces mots restèrent gravés dans l'esprit du journaliste, qui savait que l'histoire était loin d'être terminée. Le verdict fut prononcé sous les acclamations. Le sans-abri fut acquitté de toutes les charges, et les officiers impliqués dans son arrestation firent l'objet d'une enquête criminelle. La France entière salua le vétéran comme un héros national. Une cérémonie officielle eut lieu au Vieux-Port, où il reçut une nouvelle médaille, cette fois sous les applaudissements d'une foule immense, composée de Marseillais, de vétérans et même de politiciens. Des drapeaux tricolores flottaient au vent et le son de la Marseillaise résonnait dans le port. Le journaliste, désormais reconnu à l'échelle nationale, publia un livre intitulé « L'homme de Marseille », racontant l'histoire du vétéran et les injustices qu'il avait subies.
Le livre devint un best-seller, et une partie des bénéfices fut reversée à des associations aidant les sans-abri et les vétérans. Claire, l'avocate, lança une fondation pour soutenir les anciens combattants en difficulté, nommée l'Honneur retrouvé. Elle devint une figure respectée, bien que sa lutte contre le système lui ait valu des ennemis. Le vétéran, quant à lui, choisit de s'installer dans un petit village de Provence, près de Roussillon, où les champs de lavande et le chant des cigales lui rappelaient les jours plus simples de sa jeunesse. Il vivait dans une maison modeste, offerte par une collecte populaire, et passait ses journées à écrire ses mémoires, racontant non seulement ses exploits militaires, mais aussi les années de solitude qui avaient suivi. Pourtant, il restait hanté par les cicatrices de la guerre et par les camarades qu'il avait perdus. Dans une scène finale émouvante, le vétéran visita la tombe d'un camarade de la Légion, mort au Mali. Debout devant la pierre, sous un ciel étoilé, il murmura « J'ai survécu, mon frère, et j'ai porté ton honneur. » Une larme coula sur sa joue, mais pour la première fois depuis des décennies, il sentit une paix intérieure. À Marseille, son histoire continua d'inspirer, poussant le gouvernement à adopter des réformes pour améliorer le soutien aux vétérans et aux sans-abri. Le journaliste et Claire restèrent en contact avec le vétéran, le visitant souvent dans son village. Ensemble, ils réfléchissaient à l'impact de leur lutte. Une ville divisée s'était unie, et un homme oublié était devenu un symbole d'espoir. La Provence, avec ses collines dorées et son ciel infini, semblait murmurer que la vérité, même enfouie dans la poussière, finit toujours par ressurgir. La nuit tombait sur le village, et sous les étoiles, le vétéran ferma les yeux, sachant que son legs, enfin restauré, vivrait à travers ceux qui l'avaient